Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la saison 3 de La vie de Hous. C'est un film, série qui raconte le quotidien d'un jeune créateur de contenu sans moyens ni contact, mais plein d'envie et ambitieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé cette phrase. Et il s'en est passé des choses depuis. Mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer dans cet épisode qui sera axé autour de 3 sujets. Premièrement, la chaîne, son état et sa direction. Ensuite, la vidéo sur les maîtres fumiers et tout ce qui en a découlé. Et enfin, les coulisses des réalisations des vidéos sur la cage et du documentaire au KSW. Mais bon, commençons par parler de la série que vous êtes en train de regarder, parce que beaucoup ne la connaissent pas, et les plus assidus d'entre vous doivent se dire qu'il manque des épisodes. Mais bon, pour faire simple, La vie de Hous, c'est un film, c'est une série dans laquelle j'essaye de parler avec le plus d'honnêteté et de transparence possible de la réalisation de mes projets ainsi que de mes états d'âme en tant que créateur de contenu. Cette série s'inscrit dans une démarche de proximité avec ceux qui regardent les vidéos et permet également de découvrir les coulisses de mon processus créatif. Là, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai lancé la série et durant la première saison, j'ai retracé ma première année en tant que youtubeur. Donc la narration était a posteriori. Mais toujours dans cet objectif de transparence et d'honnêteté, mon but à terme était d'avoir une narration en temps réel, ce que j'ai commencé à faire pour la saison 2. Dans cette saison, les 3 premiers épisodes relatent des échecs que j'ai essuyés et des différentes phases de réalisation des vidéos que j'avais sorties à cette période-là. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'était pas si intéressant que ça. Ces épisodes étaient peu pertinents car ils tournaient en rond et il y avait trop de blabla inutile à mon goût. Mais surtout, il me demandait de parler de mes objectifs et de faire des prévisions, sauf que ça ne me correspond pas du tout. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui agit avant de parler et qui réalise un projet avant de le vendre. Et que j'ai horreur d'un phénomène qui sévit de plus en plus, celui des youtubeurs, des tiktokers ou des créateurs qui passent plus de temps à parler de leur création qu'à créer des choses. Et de peur que la série prenne cette direction, j'avais décidé de la mettre en stand-by en attendant d'avoir des choses vraiment pertinentes à raconter, mais tout en continuant mes autres vidéos en parallèle. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de vidéos que j'ai faites reprennent en fait l'essence de cette série. En particulier les vidéos où je livre mes pensées et mes ressentis avant ou après mes passages à la télé. Dedans, je raconte les coulisses de mon passage, je parle de mes espoirs et de mes craintes, de mes réussites et de mes échecs, mais tout cela en postant la vidéo une fois que tout s'est déroulé. Ce qui correspond totalement au pitch de la série La vie de Hous et à la direction que je voulais qu'elle prenne. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, j'ai inclus ces vidéos dans la série, en respectant les différents arcs narratifs de mon parcours, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à l'épisode 6 de la saison 3. Épisode pour lequel j'ai trouvé utile de raconter certaines choses, mais qui n'influera en rien la régularité de la série, qui elle sera désormais dictée par la potentielle consistance des épisodes et non un rythme régulier. Cette prise de parole face caméra me permet également de vous annoncer qu'on a enfin dépassé les 1000 abonnés. En comparaison avec d'autres créateurs, ça peut paraître ridicule, mais pour ma part, c'est vraiment un cap symbolique parce que depuis le 20 juin 2022, jour où j'ai créé cette chaîne, j'ai cet objectif en tête. J'étais d'ailleurs surpris de ne pas l'avoir atteint à l'aube de 2024, tant je m'étais efforcé à proposer du contenu original et qualitatif, mais aujourd'hui je peux me réjouir d'avoir passé ce cap sans avoir fait du contenu contre ma volonté, en ayant parlé uniquement de sujets qui me plaisent, et sans avoir cédé à la facilité, à l'actualité ou au rythme effréné que demande la plateforme. Et c'est d'autant plus symbolique car c'est la meilleure vidéo que j'ai réalisée jusqu'aujourd'hui qui m'a permis d'exploser ce palier, celle sur les maîtres fumiers. Alors, comment m'est venue l'idée de parler des maîtres fumiers? Déjà, faut savoir que ça fait un moment que je suis cette page, presque depuis sa création, et avec le temps, plusieurs choses commençaient à m'apparaître comme louches. Je trouvais des contradictions dans leur discours, une malhonnêteté criante et une partialité qui dépassait la simple subjectivité médiatique. Et un beau jour de décembre 2024, alors que je cherchais à faire une sieste, j'ai pas arrêté de penser à toutes leurs incohérences. À ce moment-là, l'idée d'en faire une vidéo était née, mais elle semblait encore loin car j'estimais que j'aurais besoin de temps et surtout de preuves pour monter quelque chose de vraiment solide. À vrai dire, au début, je pensais que la tâche allait être trop lourde pour moi et que j'aurais pas pu la mettre en place à mon niveau. J'ai donc laissé ça de la même manière qu'on laisse de côté un projet un peu trop ambitieux, mais sur lequel la réflexion mature sans cesse dans l'attente d'un déblocage clair. Mais plus le temps passait, plus je commençais à avoir confiance en la pertinence de mes propos, et plus je commençais à avoir une structure claire de l'argumentaire que je voulais présenter. N'étant pas en capacité de faire l'enquêteur sur leurs potentielles arnaques ou sur l'identité de la personne derrière le compte, j'ai préféré faire une vidéo où j'expose leur mode opératoire. Une vidéo qui n'apporte pas de preuves factuelles capables de les faire tomber, mais qui apporte les clés nécessaires pour décrypter les techniques de manipulation du discours et de la communication utilisées par les maîtres fumiers. Une fois cette structure établie, j'ai passé la journée du mardi 14 janvier à rédiger le script, à tourner la vidéo et à la monter, et elle est sortie le soir même. De mon côté, j'avais espoir qu'elle fasse un peu plus de stats que mes vidéos habituelles tant le sujet était clivant, mais je ne m'attendais pas à secouer le MMA français de la sorte.
découverte. Le premier soir, elle a atteint les 1000 vues en quelques heures, ce qui était déjà exceptionnel, mais le lendemain, tout a pris une autre tournure. Déjà à mon réveil, je me rends compte que j'ai pris 150 abonnés et que la vidéo a fait plus de 6000 vues, mais plus que les statistiques, c'est les retours et les critiques qui m'avaient marqué. En plus d'avoir eu plein de compliments et de félicitations concernant mon courage et la pertinence de mes propos, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui avaient collaboré avec les maîtres fumiers et qui m'ont donc confirmé leur malhonnêteté. Et avec toutes les personnes qui m'ont sollicité, en quelques heures, je suis passé de simple youtubeur à lanceur d'alerte et pseudo-journaliste d'investigation qui doit mener une enquête avec toutes les preuves qu'on lui apporte. Par la suite, j'ai eu 2 des médias les plus influents du MMA français au téléphone, j'ai eu le manager d'un des meilleurs combattants français actuels, j'ai même échangé par message avec Romain Molina et avec d'autres enquêteurs de l'ombre qui m'ont rapporté des choses inouïes quant aux agissements du monsieur se trouvant derrière ce compte. Et en parallèle, en l'espace de 48 heures, la vidéo avait dépassé les 16 000 vues, avait récolté plus de 300 commentaires positifs, dont un de Paul Denat, et la chaîne a pris plus de 400 abonnés. Mais malheureusement, la vidéo a été supprimée par YouTube pour atteinte à la vie privée, suite à une réclamation judiciaire de la part d'une certaine personne. Après m'être renseigné, j'ai déduit que l'avocate de la personne que je soupçonnais être derrière Maître Fumier a fait supprimer la vidéo auprès de YouTube en vertu d'un article de loi sur la diffamation. Et c'était une bonne stratégie de sa part pour éteindre le brasier et limiter la propagation de cette vidéo. Mais au final, ça ne fait que confirmer la pertinence des propos de cette dernière. Parce que si on y réfléchit, la vidéo n'aurait pas sauté si elle ne représentait pas une quelconque menace. Surtout quand on connaît l'amour des maîtres fumiers pour les personnes qui sont bancales quand ils les attaquent. Ici, à aucun moment, ils n'ont parlé de cette vidéo dans leur story, alors qu'ils le font dès que quelqu'un parle d'eux. Mais c'était prévisible, car ma vidéo avait pour but de faire prendre conscience à leurs abonnés de leur malhonnêteté, et ce de manière indiscutable. Cela n'a tout de même pas empêché une partie du milieu d'avoir une prise de conscience et de voir beaucoup de langues se délier après cette vidéo. On a même ressenti la panique chez les maîtres fumiers qui, bizarrement, pendant 48 heures, n'ont rien posté en story. Mais malgré toutes ces victoires symboliques, je ne vous cache pas que je suis quand même très dégoûté de la suppression de la vidéo. Déjà en 48 heures, j'avais fait plus de vues que je n'en avais jamais fait sur une seule vidéo. Et avec du recul, en la revisionnant et en regardant les retours, je me suis rendu compte que c'était ma vidéo la plus aboutie jusqu'à présent. De par sa structure, sa cohérence, sa pertinence, sa conclusion, son message global et son impact, j'avais enfin une carte de visite sérieuse. Un travail qui cristallisait toutes mes compétences d'écriture, de recherche, de connaissance et d'esprit critique. Et ça me désolait de savoir que plus personne ne verrait cette réalisation. C'est pourquoi, directement après sa suppression, j'ai hésité à en faire une nouvelle, où je rajoute à l'argumentaire de la première vidéo les preuves qui me sont venues entre-temps, l'état de panique chez les maîtres fumiers, l'impact de cette vidéo, etc., etc. Faire quelque chose d'encore plus complet et pertinent. Mais avec mûre réflexion, je me suis dit que ça n'était pas forcément nécessaire, parce qu'au final, ma vidéo a eu l'impact qu'elle devait avoir. Elle a atteint son public et elle a fait bouger les choses, mais surtout, elle a certainement influencé l'énorme vidéo qui a réalisé La Sueur, une vidéo qui synthétise parfaitement le sujet. Republier la mienne après la leur ne serait pas grandement utile, excepté pour quelqu'un qui voudrait faire passer sa reconnaissance personnelle avant un combat commun contre une personne qui a gâché la vie de centaines d'autres. Pour la trace historique, pour satisfaire la curiosité des personnes qui me la demandent encore, et pour la mettre dans un portfolio professionnel, j'ai décidé de republier la vidéo en non répertorié, et ce, en veillant à supprimer tous les passages qui ont fait que cette dernière a sauté. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, mais c'est uniquement une récompense pour ceux qui sont arrivés jusque-là, donc visionnez-la et gardez-la pour vous. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais vous parler de la vidéo sur la cage et des coulisses du KSW Paris. Ce qui est particulier avec la série La Cage, c'est qu'à la base, je ne comptais pas du tout la regarder. Puis quand c'est sorti, j'ai eu l'idée d'en faire une vidéo parce qu'en plus d'être un sujet tendance, c'est un sujet que je maîtrise. J'avais trouvé un angle dans lequel j'aborde la série avec mes 2 casquettes, celle de cinéphile et celle de fan de MMA. J'avais eu cette idée le dimanche à 18 h, j'ai donc lancé les 5 épisodes de la série en prenant des notes, et je m'étais dit qu'il fallait que je boucle ça le plus tôt possible, histoire de pouvoir surfer sur la hype de la série. Mais en veillant à réaliser un travail dont je suis fier et qui n'est pas bâclé. À minuit, j'ai commencé l'écriture que j'ai terminée à 2 h du matin. J'ai enchaîné avec un tournage d'1 heure et un montage d'1 h 30, ce qui fait qu'à 4 h 30, la vidéo était prête. Et après un petit message à mon gars Alagier pour la miniature, j'ai pu poster la vidéo à midi le lundi 11 novembre. Et en 24 heures, elle avait atteint les 1500 vues, ce qui était bien au-delà de mes standards habituels. Au final, elle est allée jusqu'à 3000 vues et les retours étaient vraiment bon. Concernant le KSW Paris qui a eu lieu le 20 décembre, c'était une soirée vraiment sympa. En plus d'avoir réalisé un vlog avec des images inédites et immersives, j'ai pu interviewer Laïd Zerouni et Saladin Parnasse. Et c'est peut-être pas évident comme ça,
Mais être à ce genre d'endroit et voir en direct l'histoire sportive s'écrire, c'est quelque chose qui est ultra symbolique pour moi. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais en tant que passionné, c'est ultra satisfaisant d'être dans les backstage de ceux qui, dans quelques années, constituera la grande histoire du MMA français. Qui plus est en tant que journaliste. D'un autre côté, ce qui était particulier avec le KSW Paris, c'est que c'était le premier événement auquel j'allais et où il y avait plus que des gens du milieu, parce qu'il y avait aussi énormément de people. Par exemple, j'ai pu discuter avec Djibril Cissé parce qu'un de ses amis avait remarqué mon maillot du Panathinaikos. Je me suis retrouvé assis à côté d'Inox Tag, avec qui j'ai pu échanger un peu et à qui j'ai donné ma carte de visite. Carte de visite que j'ai également donnée à Amine et à Kameto. Rien d'exceptionnel en soi, mais ça reste sympa, et en soi, c'est ce genre d'événements qui permettent l'expansion des retours de Hous. Mais au final, j'ai passé une très bonne soirée, et j'ai surtout pu entendre dans la vraie vie Boussif dire à quelqu'un « Vas-y gaz le Big Show !» Et ça n'a pas de prix. Alors, petite intervention, parce que depuis le tournage de cette première partie, j'ai sorti un article sur Baki Doumbé, un combat que j'avais vécu de l'intérieur et qui fêtait son premier anniversaire le 7 mars dernier. Et j'avais trouvé des choses intéressantes à dire, mais pas assez pour en faire une vidéo. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un article. Donc le 7 mars au matin, j'ai commencé la rédaction de l'article et je me suis mis une petite détermination pour le boucler avant la soirée. La mission a été réussie et il en a résulté un papier dont je suis fier et satisfait. Un papier qui revient sur l'anomalie médiatique et sportive que ce combat constituait, mais surtout un papier qui immortalise un moment d'histoire auquel j'avais assisté aux premières loges, un peu comme le documentaire au KSW. Et pour ceux qui veulent le lire, je vous donne rendez-vous sur les retours de Hous, site référence du milieu, dont le lien se trouvera dans la description. Au final, toutes les expériences relatées dans cette vidéo m'ont fait réaliser certaines choses. Premièrement, avec le processus créatif des vidéos sur les maîtres fumiers ou sur la cage, je me suis rendu compte que j'étais capable de produire quelque chose de vraiment pertinent en l'espace de 10 heures, mais que la plupart du temps, c'était l'envie et la motivation qui me manquaient. Et la deuxième, c'est qu'en combinant cette capacité à travailler sous pression au traitement d'un sujet mainstream ou d'actualité, c'est que je suis capable de réaliser des bonnes stats. Ce qui s'est confirmé avec mon reportage sur le KSW, que j'ai monté dans la nuit qui a suivi le combat afin de la poster au petit matin. Ce qui m'a permis de faire 10 000 vues en quelques heures. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, traiter ou parler de sujets mainstream et d'actualité, c'est pas la chose qui m'anime le plus. Je préfère passer des semaines à travailler des vidéos qui ne vont pas dépasser les 500 vues comme celle sur Midnight Express ou tout simplement Noir. Mais force est de constater que je commence un peu à trouver une formule dans laquelle je réussis à faire des stats sans trahir ma ligne directrice. Ce qui fait que maintenant, à l'avenir, je pense que je serai moins réticent à traiter ce genre de sujets, des sujets qui me rapporteront des stats en raison de leur actualité, mais toujours avec cette optique de rester fidèle à ma qualité et à ma pertinence. Et je pense que j'aurai moins de réticence à me lancer sur des sujets un peu plus courts, parce que jusqu'à présent, je travaillais surtout sur des projets qui demandaient un long développement afin d'appuyer au maximum mes propos. Et je laissais un peu de côté les idées et les réflexions pour lesquelles j'avais pas assez de matière. Mais en me replongeant dans l'écriture d'articles, j'ai tout simplement trouvé une formule gagnante. Une formule qui me permet de parler de certains sujets malgré que leur longueur soit minime, une formule qui me permet de rester actif entre deux grosses vidéos, mais surtout une formule qui me permet de revenir aux sources et de faire ce que je kiffe, écrire. Enfin, le dernier constat qui est un peu moins positif, c'est qu'il sera presque impossible d'aller chercher par moi-même la légitimité ou les lauriers. Je vais m'expliquer. En 2023, j'avais réalisé une vidéo sur Scarface pour laquelle j'avais dû recevoir 3-4 compliments à tout casser. Puis ensuite, une personne que je connais de loin et qui travaille chez Bouscapé avait décidé d'en parler à la revue de presse du média. Grosse dédicace à toi, Shaynez, si tu passes par là. Mais bref, cela fait que j'ai été publié sur le compte Insta de Bouscapé. Et quand j'ai republié ce post dans ma story, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me connaissent pour me dire « Ouais, c'est bien ce que tu fais, continue, lâche pas ». Et il s'est passé exactement la même chose avec la vidéo sur les maîtres fumiers. Malgré la qualité et l'impact de la vidéo, il n'y a pas grand monde de mon entourage hors MMA qui m'a envoyé un message ou qui m'a félicité. Ce qui m'a absolument pas dérangé parce que j'y suis habitué et que je vais pas demander à des gens de s'intéresser à tout. Le problème, c'est que j'ai fini par recevoir les compliments à partir du moment où j'ai posté dans ma story l'extrait de la sueur qui me crédite. Je me plains pas de recevoir des compliments et des encouragements, mais je commence à prendre conscience que c'est davantage la validation d'entités plus influentes que mon véritable travail qui met la lumière sur mes compétences. Tout le monde se fout de ce que tu fais, jusqu'à ce que quelqu'un de plus influent en parle positivement. Jusqu'à ce qu'une figure d'autorité d'un milieu donné leur dit indirectement que ce que je produis est pertinent. Et en vrai, dans l'absolu, même les gens qui reconnaissent tes qualités, même les gens qui te félicitent d'eux-mêmes et qui sont sincères dans ces félicitations,
bah ils s'en foutent de ce que tu fais. Et j'ai deux exemples pour illustrer mon propos. Les fois où je suis passé à la télé et la vidéo sur les maîtres fumiers. Et les deux situations sont tellement similaires que pour vous expliquer ce que j'ai ressenti avec les maîtres fumiers, je vais vous laisser avec les réflexions que je m'étais faites sur ce phénomène après mon passage à Slam. Cette période. Tout ça fait que j'ai vécu un phénomène particulier qui est que pendant 3 jours, j'ai reçu plus d'attention que je n'en ai jamais eu dans ma vie et que tout ça s'est arrêté dès le lendemain. Et malgré le fait que je sois quelqu'un qui me contrefout du fait d'être célèbre et de la célébrité en général, je dois reconnaître que c'était assez particulier puisque déjà c'était inédit, mais surtout que franchement, j'y ai pris un peu goût parce que c'est pas comme si on m'encensait pour quelque chose de minable. On m'encensait pour quelque chose qui, dans l'absolu et de manière objective, est assez respectable. Le fait d'avoir gagné et d'avoir performé sur un jeu télé national et en plus qui est en rapport avec la culture, le vocabulaire, la rapidité, etc. Mais surtout parce que c'est quelque chose, moi, qui me tenait à cœur depuis un certain moment. Et qu'en fait, j'étais vite tenté de faire le parallèle entre j'ai fait tout ça, je m'y suis investi, bah tout cet amour et toute cette félicitation, c'est juste l'accomplissement, alors que les gens en vrai, ils mesuraient pas l'ampleur de ce que ça représentait pour moi. Et qu'aussi beaucoup, je pense, m'avaient félicité parce qu'il y avait une sorte de hype qui s'était créée et que c'était un des sujets du moment. Et je mets des gros guillemets pour pas qu'on pense que c'était un truc de ouf, mais je pense que vous avez compris l'idée. Mais du coup, c'est un truc qui peut être vraiment difficile à digérer parce que passer d'un trop plein d'amour à une indifférence totale en l'espace de quelques heures, c'est un truc qu'il faut avoir vécu pour comprendre. Mais alhamdoulilah, moi, à l'instant T, ça m'avait pas énormément affecté car j'avais assez de recul pour prendre conscience sur la situation. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu cette chose puisque ça m'a permis d'expérimenter un concept que je pourrais être amené à revivre. Et même si je ne suis pas amené à le revivre, ça reste quelque chose de foncièrement intéressant. Mais le principal, c'est que de cette situation, j'ai pu tirer quelques leçons sur la vie de youtubeur et même sur la vie en général. Parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une disparité de fou entre les moments où tu étais au top en termes de reconnaissance et de travail et les moments où il y avait beaucoup de moins bien et beaucoup moins de récompenses. Mais surtout, ça m'a permis de me rendre compte que peu importe l'immensité de l'exploit ou du projet que je vais réaliser, ça sert à rien de se reposer sur ses acquis car les gens en soi oublient vite. Les gens oublient très rapidement, les gens passent vite à autre chose comme c'est des choses qui ne les concernent pas. Et moi le premier, moi quand je vais m'intéresser à des travaux d'autres créateurs ou même d'autres artistes, c'est sur le moment que je vais le kiffer. Sur le moment, je vais féliciter sûrement, mais c'est pas quelque chose qui va me rester en tête. Et la prochaine fois où vraiment j'apporterai autant de reconnaissance à la personne en question, c'est une fois qu'elle aura fait quelque chose de similaire, voire de mieux. Et du coup, tout ça, ça me permet de un peu, on va dire, philosopher sur ce que je dois faire si je veux toujours proposer des contenus aussi inédits que ce que j'ai pu faire et des performances aussi remarquables. Et tout ça confirme juste qu'à la fin, je serai seul avec ce que je crée et que personne ne m'aimera ou n'aimera mes œuvres autant que moi. Donc autant n'écouter personne et faire uniquement ce qui m'anime ou ce en quoi j'ai confiance. Hop hop hop, je vous retiens encore quelques secondes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans les 10 dernières nuits du Ramadan et que pour la 3e fois consécutive, l'association Échange et Action de Champigny-sur-Marne a décidé de mettre en place un chapiteau pour permettre aux fidèles du fort de Champigny, des Mordacs et des Plateaux de prier le Tarawih durant ce mois. L'objectif de cette association, c'est à terme d'avoir une mosquée fixe à cet endroit, mais pour l'instant, uniquement durant le mois de Ramadan, on a un chapiteau pour prier. Cette année, les coûts se sont élevés à 30 250 €, et en 20 jours, déjà 15 000 €, donc la moitié de la somme a été collectée, donc il en reste 10 pour collecter les 15 restants. C'est pourquoi je fais appel à votre générosité, en particulier durant ces 10 dernières nuits, et que comme le dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui donne son équivalent au paradis, et le fait que l'aumône ne diminue en rien les biens dont on dispose. Et s'il vous fallait une dernière raison d'investir dans ce projet, considérez-ce donc comme un acte de résistance. Car en 2023, lors de la première année de cette initiative, on a essuyé plusieurs problèmes, notamment un où un youtubeur assez influent d'extrême droite a commencé à filmer les fidèles pour tout simplement servir son discours comme quoi on n'est plus chez nous, comme quoi l'islam grimpe, comme quoi l'islam fait peur à la France, avec des voisins qui témoignent comme quoi ils se sentent envahis. Mais par la grâce d'Allah, on a pu continuer l'initiative cette année-là et sur les années suivantes. Et c'est dans ce chemin qu'on doit continuer à se battre. Montrer qu'on a une communauté forte avec des individus prêts à la représenter. Donc voilà, dites-vous qu'un don pour une telle initiative contribue au fait qu'on se renforce en tant qu'Oumma. C'est pourquoi je vous laisse le lien du Cotize Up et de la cagnotte dans la description. La cagnotte affiche comme objectif 30 000, mais comme je vous l'ai déjà dit, il y a déjà 15 000 qui ont été récupérés en présentiel. Et si l'objectif est dépassé, l'argent restant servira à la construction du chapiteau de l'an prochain ou à la construction d'une mosquée permanente dans le secteur.